La nouvelle serveuse est restée figée, en voyant que la fillette sur la photo d'enfance lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la fille du millionnaire. La nuit tombait doucement sur Marseille, nimbant les ruelles du vieux port d'une lumière orangée. Dans le restaurant, le Havre du soir, les derniers rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les nappes blanches. L'odeur du thym et du romarin flottait dans l'air, mêlée au parfum discret du vin rouge qu'on versait dans les verres de cristal. Aveline Marchand essuyait machinalement le comptoir en marbre, ses gestes précis et répétitifs trahissant 20 ans de routine. À 26 ans, elle était devenue invisible, une silhouette parmi d'autres, une voix qu'on n'écoutait jamais vraiment. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict, et ses yeux noisettes gardaient toujours ce voile de tristesse que même son sourire professionnel ne parvenait pas à masquer. « Aveline, table 7 !» cria Marcel depuis la cuisine, sa voix rauque de fumeur résonnant dans la salle presque vide. « J'arrive !» Elle attrapa son calepin et se dirigea vers la table près de la fenêtre. C'est alors qu'elle les vit entrer. L'homme était grand, la cinquantaine élégante, vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé. Ses tempes grisonnantes lui donnaient un air distingué. Mais c'était son regard qui frappait le plus. Un regard profond, hanté par quelque chose qu'Aveline ne parvenait pas à définir. À ses côtés, une petite fille de 6 ans sautillait, sa robe blanche virevoltant autour de ses jambes maigres. Aveline s'approcha, le calepin serré contre sa poitrine. « Bonsoir, messieurs, dames. Vous avez choisi ?» L'homme leva les yeux vers elle et lui adressa un sourire poli. « Pas encore. Laissez-nous quelques minutes, s'il vous plaît. » Mais avant qu'Aveline ne puisse répondre, la fillette tourna son visage vers elle. Leurs regards se croisèrent. Le monde s'arrêta. Les bruits du restaurant s'évanouirent. Les conversations étouffées. Le tintement des verres, le cliquetis des couverts. Aveline sentit le sol se dérober sous ses pieds. La petite fille avait des yeux noisettes, exactement comme les siens, les mêmes pommettes hautes, le même nez légèrement retroussé, la même fossette au menton. C'était comme regarder dans un miroir du passé. « Vous allez bien, mademoiselle ?» La voix de l'homme la ramena brusquement à la réalité. Aveline cligna des yeux, réalisant qu'elle était restée figée, le regard rivé sur l'enfant. « Oui, pardon, je reviens dans un instant. » Elle s'éloigna d'un pas mal assuré, ses mains tremblant si fort qu'elle dut poser le calepin sur le bar, pour ne pas le laisser tomber. Marcel la regarda avec inquiétude. « Ça va, petite? T'es toute pâle. Ça va, ça va ?» « J'ai juste besoin d'1 minute. » Elle se précipita dans l'arrière-salle, s'appuyant contre le mur froid. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi cette fillette lui faisait-elle cet effet? Pourquoi avait-elle l'impression de la connaître, comme si elle venait de croiser un fantôme de son propre passé? Aveline ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. Depuis qu'elle avait 6 ans, sa vie était un immense trou noir. Pas de souvenirs, pas de famille, pas de réponse. Juste ce vide oppressant, et ses rêves étranges qui revenaient sans cesse. Une grande maison, des fleurs blanches au parfum entêtant, une voix grave qui chantait doucement « Ma petite étoile, brille pour moi ». Elle secoua la tête. Ses rêves n'avaient aucun sens. Ils n'avaient jamais eu de sens. Lorsqu'elle retourna dans la salle, l'homme et la fillette avaient commandé. Aveline prit leur commande d'une voix qu'elle espérait stable, évitant soigneusement de regarder l'enfant, mais à chaque fois qu'elle passait près de leur table pour servir d'autres clients, elle sentait le regard de la petite posé sur elle, curieux et insistant. « Papa, pourquoi elle me regarde comme ça, la dame ?» demanda la fillette d'une voix claire. « Chut, Éloane, ne sois pas impolie, Éloane. » Le prénom résonna dans l'esprit d'Aveline comme un écho lointain. Elle servit leur plat, un filet de dorade pour lui, des pâtes à la carbonara pour la petite, et s'éclipsa rapidement. Le reste du service passa dans un brouillard. Aveline fonctionnait en pilote automatique, souriant mécaniquement, prenant les commandes, apportant les plats, mais son esprit était ailleurs. Piégé dans ce regard noisette qui lui ressemblait tant, lorsque l'homme paya l'addition, il lui laissa un généreux pourboire et un sourire reconnaissant. « Merci pour le service. La cuisine était excellente. Je vous en prie, monsieur. Félix Charpentier. » Il lui tendit la main. Aveline la serra, surprise par la chaleur de sa paume. « Aveline Marchand. Enchantée. Aveline. » Éloane tira sur la manche de son père. « Papa, on peut revenir ici. J'aime bien cette dame. »
Félix regarda sa fille avec tendresse, puis se tourna vers Aveline. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, une lueur troublée, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. « Oui, ma chérie, on reviendra. » Ils partirent dans la nuit marseillaise, et Aveline resta plantée près de la fenêtre. Les regardant s'éloigner vers une voiture noire garée au coin de la rue, son cœur battait encore trop vite. Plus tard, dans son minuscule studio du quartier de Noailles, Aveline ne parvenait pas à dormir. Allongée sur son lit étroit, elle fixait le plafond fissuré. Incapable de chasser de son esprit le visage d'Éloane, cette ressemblance n'était pas normale. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Elle se leva, alluma la petite lampe de chevet et ouvrit le tiroir de sa commode. Au fond, sous une pile de vieux pulls, se trouvait une boîte en carton délavé, tout ce qui lui restait de son passé. Elle l'ouvrit avec précaution, comme elle le faisait des centaines de fois au fil des années. À l'intérieur, une photo déchirée, si vieille que les couleurs avaient là presque disparu. On y voyait un coin de jardin, des fleurs blanches, peut-être des jasmins, et le bord d'une robe d'enfant. C'était tout. Pas de visage, pas de nom, pas de date. Aveline pressa la photo contre sa poitrine, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Et pourquoi, après 20 ans de néant, le destin avait-il mis sur son chemin une enfant qui lui ressemblait comme une sœur? Dehors, Marseille continuait de vivre, indifférente à ses tourments, mais quelque chose venait de changer. Aveline le sentait au plus profond de son être. Cette rencontre n'était que le début. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette soirée troublante, et Aveline n'avait pas réussi à chasser Éloane de son esprit. Les nuits blanches s'accumulaient, peuplées de rêves fragmentés, où la fillette courait dans un jardin de fleurs blanches, appelant un nom qu'Aveline ne parvenait jamais à entendre clairement. Ce matin-là, Marcel lui tendit une enveloppe Kraft avec un sourire en coin. « Tiens, petite, livraison spéciale pour toi. » Aveline fronça les sourcils en lisant l'adresse. Charpentier Grand Hôtel, 47 boulevard Charles Livon. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'est pour aujourd'hui. Ouais, un plateau repas pour une réunion d'affaires. Ils ont spécifiquement demandé que ce soit toi qui livres. Bizarre. Non. Aveline sentit ses mains devenir moites. Charpentier. Félix Charpentier. Ce n'était pas une coïncidence. À 13h, elle se tenait devant l'entrée monumentale du Charpentier Grand Hôtel. La façade Belle Époque s'élevait majestueusement. Ses balcons en fer forgé ornés de glycines violettes, des voitures de luxe stationnaient le long du trottoir, et un portier en livrée bordeaux lui ouvrit la porte avec une révérence exagérée. « Bonjour. Mademoiselle, vous êtes attendue? Livraison pour Monsieur Charpentier. 3e étage. Bureau 301. Les ascenseurs sont au fond du hall. » Aveline traversa le hall somptueux, ses chaussures plates crissant sur le marbre ivoire. Des lustres en cristal de bohème pendèrent du plafond voûté. Projetant des arcs-en-ciel sur les murs lambrissés, elle se sentait terriblement déplacée avec son uniforme de serveuse froissée et son plateau en carton. L'ascenseur l'emporta dans un silence feutré. Au 3e étage, un long couloir recouvert de tapis persans s'étendait devant elle. Elle trouva la porte 301 et frappa doucement. « Entrez !» La voix de Félix, autoritaire, mais chaleureuse, Aveline poussa la porte et pénétra dans un bureau spacieux, aux murs tapissés de bibliothèques en chêne massif. De larges baies vitrées offraient une vue imprenable sur le vieux port et la Méditerranée scintillante. Mais ce n'était pas la vue qui capta son attention. Sur le bureau en acajou, au milieu de dossiers impeccablement rangés, trônait un cadre en argent. Aveline s'approcha, le plateau tremblant légèrement entre ses mains. Dans le cadre, une petite fille de 6 ans souriait à l'objectif. Elle portait une robe blanche immaculée et serrait contre elle un lapin en peluche gris. Ses cheveux châtains tombaient en boucles légères sur ses épaules, ses yeux noisettes pétillaient de joie. Le plateau s'échappa des mains d'Aveline et s'écrasa au sol dans un fracas de verre brisé. « Mademoiselle Marchand, vous allez bien ?» Félix surgit de la pièce attenante, alarmé. Mais Aveline ne l'entendait plus. Elle fixait la photo, incapable de détacher son regard. C'était elle. Chaque trait, chaque courbe, chaque détail. C'était son visage à 6 ans. « Qui est cette petite fille ?» murmura-t-elle d'une voix étranglée. Félix s'immobilisa, son visage se vida de toute couleur. « Ma fille. Elle s'appelait Aurore. Elle a disparu il y a 20 ans.
un après-midi au parc Borelli. Elle avait 6 ans, on jouait près du lac aux canards, je me suis retournée 2 secondes pour acheter une glace, et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Sa voix se brisa. Il s'approcha du cadre, le caressa du bout des doigts, avec une tendresse infinie. La police a tout essayé, des recherches pendant des mois, des appels à témoins, des détectives privés, rien. Aurore s'était volatilisée, ma femme Delphine. Elle n'a jamais surmonté le choc. Elle était morte 5 ans plus tard. Le chagrin l'a tuée. Aveline porta une main tremblante à sa bouche. Les larmes débordèrent de ses yeux, roulant sur ses joues sans qu'elle ne puisse les retenir. Félix se tourna vers elle, et ce qu'il vit dans son regard le figea sur place. « Mon Dieu, vous lui ressemblez tellement. »« Je ne me souviens de rien avant mes 6 ans, » souffla Aveline. « J'ai été trouvée devant le centre d'enfants Sainte-Agnès un matin de septembre 2005. Pas de nom, pas de famille, pas de papier, juste une petite fille perdue qui ne parlait presque plus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Félix et Aveline se regardèrent, suspendus dans cet instant où tout basculait. « Quelle date exactement ?» demanda Félix d'une voix rauque. « Le 14 septembre 2005. Aurore a disparu le 12 septembre 2005. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de significations impossibles. Aveline chancela, s'appuyant contre le bureau pour ne pas tomber. Félix s'approcha, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore à son tour. « Vous avez des souvenirs, n'importe quoi. » Aveline ferma les yeux, fouillant dans les brumes de sa mémoire. Des fleurs blanches, un parfum très fort, sucré, une grande maison avec des volets bleus, et une voix d'homme qui chante. Que chante-t-elle ? Ma petite étoile, brille pour moi. Félix vacilla. Il dut s'asseoir dans son fauteuil, le visage défait. C'était ma berceuse, je la chantais à Aurore tous les soirs. Et les fleurs blanches, insista Aveline désespérée. Des jasmins. J'avais planté un jardin de jasmin pour Delphine. Aurore adorait y jouer. Elle disait que ça sentait le paradis. Aveline tomba à genoux, secouée de sanglots incontrôlables. 20 ans de vide, 20 ans de questions, 20 ans de solitude absolue. Et soudain, une lueur, fragile, tremblante, mais bien réelle. Félix se leva et s'agenouilla près d'elle. Il tendit une main hésitante, puis la retira, ne sachant pas s'il avait le droit de la toucher. « Aveline, je crois que vous êtes ma fille. » Les mots résonnèrent comme une détonation. Aveline releva la tête, ses yeux rougis plongeant dans ceux de Félix. Elle vit dans son regard tout ce qu'elle avait cherché pendant 20 ans, de la reconnaissance, de l'amour, un lien. « Comment peut-on en être sûr ?» murmura-t-elle. « Un test ADN, c'est la seule façon. » Aveline hocha la tête, incapable de parler. Félix l'aida à se relever avec une douceur infinie, comme s'il manipulait un trésor infiniment précieux et fragile. « Je vais appeler mon avocat. On va arranger ça rapidement. » Mais alors qu'il se dirigeait vers son téléphone, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Une femme élégante dans la quarantaine, vêtue d'un tailleur Chanel crème, entra d'un pas vif. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en un chignon impeccable, et ses yeux bleus glaciers balayèrent la scène avec une froideur calculée. « Félix, que se passe-t-il ici ?»« J'ai entendu du bruit. Anouk, nous avons eu un petit accident. » Le regard d'Anouk se posa sur Aveline, l'analysant de la tête aux pieds, avec un mépris à peine dissimulé. « Et qui est cette personne ?»« Aveline Marchand. Elle travaille au restaurant Le Havre du soir. »« Enchantée, » dit Anouk sans esquisser le moindre geste de politesse. Elle se tourna vers Félix, les sourcils froncés. « Tu viens ? La réunion avec les investisseurs commence dans 10 minutes. J'arrive. Laisse-moi juste. » Maintenant, Félix ? Le ton ne laissait place à aucune négociation. Félix jeta un regard désolé à Aveline. « Je vous contacte très bientôt, promis. » Aveline hocha la tête et s'enfuit du bureau, le cœur battant la chamade. Dans le couloir, elle entendit la voix sifflante d'Anouk. « Qui est cette fille, Félix ? Pourquoi pleurait-elle ?» La réponse se perdit derrière la porte qui se refermait. Mais Aveline avait déjà compris une chose. Anouk Charpentier ne la laisserait pas bouleverser sa vie sans résistance. Dehors, sous le soleil écrasant de Marseille. Aveline courut jusqu'au vieux port et s'effondra sur un banc. Les mouettes criaillaient au-dessus d'elle, et les bateaux se balançaient doucement sur l'eau turquoise. Pour la première fois depuis 20 ans, elle n'était plus seule.
Elle avait peut-être un père. Le soir même, dans le salon luxueux de la villa Charpentier perchée sur les collines de Marseille, Anouk faisait les 100 pas devant les baies vitrées. La ville s'étendait à ses pieds, parsemée de lumières scintillantes. Mais elle ne voyait rien. Son téléphone collé à l'oreille, elle parlait à voix basse, tendue comme un arc. Il la regardait comme si c'était un fantôme. Margot, tu comprends ce que ça veut dire. À l'autre bout du fil, sa sœur Margot hésita. Anouk, calme-toi, ça fait 20 ans. Personne ne peut. Si, cria Anouk, avant de baisser immédiatement la voix, jetant un regard nerveux vers l'escalier. Cette fille lui ressemble. J'ai vu la photo 1000 fois. C'est elle, Margot. C'est Aurore. Un long silence s'installa. Puis Margot murmura, sa voix tremblante. C'est impossible. On l'a laissée à l'autre bout de la ville, avec de faux papiers. Elle ne peut pas. Eh bien, apparemment, elle peut. Félix veut faire un test ADN. Il me l'a dit ce soir au dîner. Il essayait d'avoir l'air détaché. Mais je le connais. Il y croit déjà. Anouk s'effondra sur le canapé en cuir blanc, se massant les tempes. Tout ce qu'elle avait construit pendant 10 ans, son mariage avec Félix, sa position dans la haute société marseillaise, la sécurité financière d'Éloane, tout risquait de s'effondrer à cause d'une serveuse de restaurant miteux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Margot, paniquée. « On l'a fait disparaître. » Encore une fois. « Anouk, non, on ne peut pas. On le peut et on le fera. J'ai trop à perdre. Éloane a trop à perdre. Cette petite garce ne va pas détruire ma famille. » Elle raccrocha sans laisser à sa sœur le temps de protester. Puis elle composa un autre numéro, enregistré sous le nom de plombier. Une voix masculine, rauque et sans émotion, répondit « Ouais, j'ai un problème qui nécessite votre discrétion. Je vous écoute. Une femme, 26 ans. Elle pose des questions qui pourraient me causer des ennuis. Je veux qu'elle arrête. Définissez paraître. Faites-lui peur, très peur, mais pas de traces, pas de violence visible. Je veux juste qu'elle comprenne qu'elle doit disparaître de nos vies. Ça coûtera 5 000. Vous les aurez demain. Je vous envoie son adresse par message crypté. » Anouk raccrocha et vida son verre de chardonnay d'un trait. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage restait de marbre. Elle avait fait bien pire il y a 20 ans. Cette fois, ce ne serait qu'un avertissement. Aveline rentrait chez elle vers 22h, épuisée par sa double journée. Le quartier de Noailles baignait dans une semi-obscurité, les réverbères grésillants projetant des ombres inquiétantes sur les façades décrépites. Elle serrait son sac contre elle, pressant le pas dans les ruelles étroites. C'est en tournant dans sa rue qu'elle le sentit, ce picotement désagréable dans la nuque, cette certitude primitive d'être observée. Elle se retourna brusquement. Personne. Juste une voiture garée plus loin, moteur éteint. « Tu deviens parano », se dit-elle en accélérant vers son immeuble. Elle monta les 4 étages par l'escalier étroit, qui sentait l'humidité et le tabac froid, devant sa porte. Elle chercha ses clés dans son sac, les mains tremblantes. C'est alors qu'elle remarqua que la porte n'était pas complètement fermée. Le bois près de la serrure était éraflé, comme si quelqu'un avait forcé l'entrée. Son sang se glaça. Elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit en grinçant. L'appartement était sans dessus-dessous. Les tiroirs de la commode étaient renversés, son matelas éventré, ses vêtements éparpillés partout. Sur le mur au-dessus de son lit, quelqu'un avait écrit à la peinture rouge « Reste à ta place ». Aveline porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra contre le mur, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle chercha son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro de la police. 20 minutes plus tard, 2 policiers inspectaient les lieux avec un détachement professionnel qui la glaça presque autant que l'intrusion elle-même. « Vous avez des ennemis, mademoiselle ?» demanda le plus âgé en griffonnant dans son calepin. « Non, je ne sais pas. Des ex-copains violents, des collègues jaloux. Non, rien de tout ça. C'est bizarre quand même. Y a rien de volé apparemment. Juste du vandalisme gratuit. » Le plus jeune policier l'observa avec curiosité. « Vous êtes mêlé à quelque chose. Des dettes, du trafic. »« Bien sûr que non, » s'indigna Aveline. « Je suis serveuse. Je paie mon loyer. Je ne fais de mal à personne. » Mais dans sa tête, une voix murmurait « Félix, le test ADN. Quelqu'un sait ?» Les policiers prirent quelques photos, remplirent un formulaire et partirent en lui conseillant de changer sa serrure et d'installer une alarme.
Aveline resta seule dans son appartement saccagé. Incapable de bouger, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « C'est juste un avertissement. La prochaine fois sera pire. Oublie les charpentiers. » Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher le téléphone. Elle répondit d'une main fébrile. « Qui êtes-vous » Aucune réponse. Le numéro était probablement un burner. Impossible à tracer. Aveline ne dormit pas cette nuit-là. Assise dans le coin de sa chambre dévastée, elle serra contre elle la boîte en carton contenant la photo déchirée. Son seul lien avec un passé qu'on lui avait volé. Et maintenant, on voulait lui voler son avenir. À l'aube, elle prit une décision. Elle appela le numéro que Félix lui avait laissé. « Allô ?» répondit-il d'une voix ensommeillée. « Monsieur Charpentier, c'est Aveline. J'ai besoin de vous voir. » Maintenant, Félix la retrouva 1 heure plus tard dans un café du Vieux-Port. Presque désert à cette heure matinale, quand il vit son visage ravagé, les cernes noires sous ses yeux, il sut immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Aveline lui raconta tout. L'effraction, le message, la menace. Félix devint blême. « Mon Dieu, je suis tellement désolée, je n'aurais jamais imaginé que... Qui pourrait faire ça? Qui sait pour le test? ADN? Personne, enfin... J'en ai parlé à Anouk hier soir. Elle a insisté pour savoir pourquoi j'étais si perturbée. Le nom resta suspendu entre eux, comme une accusation silencieuse. Aveline vit l'incrédulité lutter contre la logique dans les yeux de Félix. Non, Anouk ne ferait jamais. En êtes-vous sûr? Félix se passa une main dans les cheveux, visiblement ébranlé, puis il prit son téléphone. Je vais vous faire protéger. J'ai des contacts dans la sécurité privée. Et vous allez venir au Charpentier Grand Hôtel. J'ai des suites inoccupées. Vous y serez en sécurité. Je ne peux pas accepter, protesta faiblement Aveline. Si vous êtes vraiment ma fille, alors c'est mon devoir de vous protéger. Et même si vous ne l'êtes pas, personne ne mérite d'être terrorisé comme ça. Sa voix était ferme, presque paternelle. Aveline sentit quelque chose se briser en elle. Cette carapace qu'elle avait construite pendant 20 ans pour survivre seule. Les larmes coulèrent sans qu'elle ne puisse les retenir. J'ai tellement peur. Félix tendit la main à travers la table et serra doucement la sienne. Je sais, mais vous n'êtes plus seule maintenant. Ce soir-là, pendant qu'Aveline s'installait dans une suite du 3e étage sous la surveillance d'un garde de sécurité, Félix reçut un appel de Laurent Dubois, l'investigateur privé qu'il avait discrètement contacté 2 jours plus tôt. « Monsieur Charpentier, j'ai quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez du parc Borelli, où votre fille a disparu? Comment pourrais-je oublier? J'ai épluché les registres du personnel municipal de 2005. Une certaine Margot Delcroix travaillait comme agente d'entretien dans ce parc à cette époque précise. Et alors, Margot Delcroix est le nom de jeune fille de Margot Arnaud, la sœur de votre femme. » Le téléphone faillit glisser des mains de Félix. Son cœur s'arrêta de battre pendant une seconde interminable. « Qu'est-ce que vous dites? La sœur d'Anouk travaillait au parc Borelli le jour où Aurore a disparu. Monsieur, ça ne peut pas être une coïncidence. » Félix raccrocha lentement, le visage livide, dans sa tête. Les pièces d'un puzzle monstrueux commençaient à s'assembler. Le lendemain matin, Aveline se réveilla dans la suite luxueuse du Charpentier Grand Hôtel, désorientée par le confort inhabituel du lit king size et la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de soie. Pendant quelques secondes bénies, elle oublia tout, l'effraction, les menaces, le chaos de sa vie, puis la réalité la rattrapa comme une vague glacée. Son téléphone vibra sur la table de nuit, un message de Félix. « Éloane est à l'hôpital, rien de grave, mais elle vous réclame, pouvez-vous venir ?» Aveline se leva d'un bond, le cœur battant, 15 minutes plus tard, vêtue de vêtements prêtés par le personnel de l'hôtel. Elle montait dans un taxi en direction de l'hôpital de la Timone. La chambre d'Éloane se trouvait au 5e étage, dans l'aile pédiatrique décorée de dessins d'animaux colorés. Félix l'attendait dans le couloir, les traits tirés, une tasse de café froid à la main. « Merci d'être venu si vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Forte fièvre depuis hier soir. Les médecins pensent à une infection virale. Rien d'inquiétant normalement. Mais elle refuse de manger, refuse de parler. Elle ne dit qu'un seul mot. Votre prénom ?» Aveline sentit sa gorge se serrer. « Je peux la voir. C'est pour ça que je vous ai appelé. Anouk est partie chercher des affaires à la maison. On a quelques minutes. » Il poussa doucement la porte. Dans le lit au drap blanc, Éloane paraissait minuscule.
Son visage pâle encadré par ses cheveux châtains emmêlés. Une perfusion était reliée à son petit bras. Ses yeux noisettes, brillants de fièvre, fixaient le plafond avec une tristesse déchirante. Aveline s'approcha doucement, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Coucou ma puce !» Eloane tourna la tête, et soudain, son visage s'illumina d'un sourire radieux qui effaça toute trace de maladie. Elle tendit ses petits bras vers Aveline. « Aveline, t'es venue ?» Sans réfléchir, Aveline la prit dans ses bras. Serrant contre elle ce petit corps brûlant de fièvre, Eloane enfouit son visage dans son cou, respirant profondément comme si elle cherchait à s'imprégner de son odeur. « Tu sens bon, comme papa, comme les fleurs du jardin. » Aveline échangea un regard stupéfait avec Félix. Il s'était appuyé contre le mur, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu aimes les fleurs, Eloane ?» demanda doucement Aveline. « Oui, surtout les blanches, celles qui sentent fort. Comment elles s'appellent déjà, papa ?»« Les jasmins, ma chérie. »« Les jasmins » répéta Eloane avec enthousiasme. Papa dit que grand-mère Delphine les adorait, et que ma grande sœur aussi. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Aveline sentit les larmes lui monter aux yeux. Eloane caressa sa joue avec une tendresse étonnante pour une enfant de 6 ans. « Pourquoi tu pleures? T'es triste? »« Non, ma puce, je suis touchée. »« C'est quoi touchée? Ça veut dire que tu me rends heureuse. » Eloane sourit, puis son visage devint sérieux. « Tu sais, Aveline, t'es bizarre. »« Ah oui, pourquoi? Parce que je te connais pas. Mais j'ai l'impression que si, comme dans mes rêves, Félix s'avança brusquement, s'agenouillant près du lit. « Quel rêve, ma chérie? Je rêve qu'on joue toutes les deux dans le jardin. On court entre les fleurs blanches et on rit très fort. Et tu chantes la chanson « Papa, celle de l'étoile. » Aveline sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Comment une enfant de 6 ans pouvait-elle rêver de scènes qu'elle-même voyait dans ses propres cauchemars depuis 20 ans? Félix prit la main de sa fille, la voix tremblante. « Tu fais souvent ce rêve. Tout le temps, depuis toujours. Maman dit que c'est des bêtises. Mais moi, je sais que c'est vrai, parce que maintenant Aveline est là pour de vrai. » La fillette serra plus fort Aveline contre elle, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. À cet instant, quelque chose de profond et d'inexplicable se noua entre elles. Un lien qui transcendait la logique et le temps. « Eloane n'approche jamais les inconnus, » murmura Félix, les yeux fixés sur sa fille. « Elle est timide, méfiante même. Mais avec vous, c'est comme si elle vous reconnaissait. » Aveline caressa doucement les cheveux de la fillette, incapable de parler tant l'émotion l'étouffait. « Moi aussi, je vous reconnais, » dit-elle finalement, toutes les deux. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est vrai. Félix s'assit lourdement sur la deuxième chaise, se prenant le visage entre les mains. « J'ai fait des recherches cette nuit. Sur vous, sur votre passé. Le centre Sainte-Agnès ne garde aucune trace de votre arrivée. Les registres de septembre 2005 ont mystérieusement disparu. L'assistante sociale qui s'occupait de votre dossier est morte dans un accident de voiture en 2007. Tous les témoins potentiels sont soit morts, soit introuvables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a effacé vos traces. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'on vous retrouve. » Aveline sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Eloane s'était endormie contre elle. Sa respiration ralentissant progressivement, la fièvre semblait être tombée. « Aveline, » reprit Félix à voix basse. « Je dois vous dire quelque chose. Mon investigateur a découvert que la sœur d'Anouk, Margot, travaillait au parc Borély le jour où Aurore a disparu. Le nom résonna comme un glas. » Aveline releva brusquement la tête. « Vous pensez que... Je ne sais pas quoi penser. Mais les coïncidences s'accumulent. Margot au parc, Anouk qui me poursuit 6 mois après la disparition d'Aurore, vous qui apparaissez mystérieusement dans un orphelinat au même moment, les menaces quand je décide de faire un test ADN, il faut lui parler. À Margot. Laurent s'en occupe. Mais elle refuse de le recevoir. Elle sait qu'on creuse. » La porte de la chambre s'ouvrit brutalement. Anouk entra, chargée d'un sac de voyage, et se figea en voyant Aveline tenant Eloane dans ses bras. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» siffla-t-elle. « Eloane la réclamait, » répondit calmement Félix. « Ma fille ne réclame personne à part sa famille. Pourtant si. Et regarde, sa fièvre est tombée depuis qu'Aveline est arrivée. » Anouk s'approcha du lit, le regard incendiaire fixé sur Aveline. « Mais à poser ma fille, immédiatement !» Aveline voulut protester, mais Eloane se réveilla en sursaut et resserra son étreinte. « Non,
Je veux rester avec Aveline. Eloane, obéis à maman. Non, Aveline est gentille. Toi, t'es méchante. Tu l'as dit à tante Margot au téléphone que tu allais t'en débarrasser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anouk devint d'une pâleur cadavérique. Félix se leva lentement, son regard fixé sur sa femme. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Elle délire à cause de la fièvre, balbutia Anouk. Je délire pas, protesta Eloane. T'étais au téléphone hier soir. Tu parlais fort et t'as dit qu'Aveline allait tout gâcher et qu'il fallait la faire partir. Félix fit un pas vers Anouk, la mâchoire serrée. C'est vrai. Félix, tu ne vas quand même pas croire une enfant fiévreuse contre ta propre femme. Réponds à ma question. As-tu quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Aveline ? Anouk recula, cherchant ses mots. Mais son visage la trahissait. La panique, la culpabilité. Tout était là, à nu. Je voulais juste protéger notre famille. Cette fille arrive de nulle part avec des histoires à dormir debout, et tu gobes tout. Tu ne vois pas qu'elle essaie de profiter de toi. Le test ADN nous dira la vérité, répliqua froidement Félix. Et si elle est vraiment Aurore, alors c'est toi qui devras répondre de tes actes. Anouk le fixa avec une haine à peine contenue, puis se tourna vers Aveline. Vous ne gagnerez pas. Quoi qu'il arrive, vous ne détruirez pas ma famille. Elle tourna les talons et sortit en claquant la porte. Eloane se remit à pleurer doucement contre l'épaule d'Aveline. Maman est fâchée. C'est ma faute. Non, ma puce, murmura Aveline. Ce n'est pas ta faute. Tu as été très courageuse de dire la vérité. Félix s'approcha et posa une main tremblante sur la tête de sa fille. Aveline a raison. Tu n'as rien fait de mal. Eloane, il regarda Aveline, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau, une certitude absolue. Le laboratoire nous donnera les résultats dans 7 jours. Mais dans mon cœur, je sais déjà, vous êtes ma fille, vous êtes Aurore. Les 7 jours d'attente furent les plus longs de la vie d'Aveline. Installée dans sa suite du charpentier Grand Hôtel, protégée par un garde de sécurité posté dans le couloir, elle oscillait entre l'espoir dévorant et l'angoisse paralysante, et si le test était négatif, et si toutes ces coïncidences n'étaient qu'un cruel hasard cosmique, la nuit, les cauchemars se multipliaient, elle se voyait enfant, courant dans un jardin de jasmin, poursuivie par des ombres sans visage qui l'arrachaient au bras d'un homme qui criait son nom. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de distinguer le souvenir du fantasme. Le 3e jour, Félix vint la chercher pour déjeuner dans le restaurant privé de l'hôtel. Il avait vieilli de 10 ans en quelques jours, les cernes sous ses yeux trahissant ses propres nuits blanches. « Comment allez-vous » demanda-t-il en versant du vin dans leur verre. « Je ne dors plus, je ne mange presque plus. J'ai l'impression d'être suspendu au-dessus d'un précipice. Je sais exactement ce que vous ressentez. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis Félix posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Aveline, peu importe ce que dira ce test, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez réveillé en moi un espoir que je croyais mort, même si vous n'êtes pas Aurore biologiquement. Vous lui ressemblez tellement que... » Sa voix se brisa. Il se reprit, raclant sa gorge. « Ce que j'essaie de dire, c'est que vous ne serez plus jamais seul. Quoi qu'il arrive. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aveline. 20 ans de solitude. Et soudain, cet homme lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Une famille. « Merci », murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi ? » Pendant ce temps, dans une brasserie discrète du quartier du Panier, Laurent Dubois faisait face à Margot Arnaud. La sœur d'Anouk était une femme dans la quarantaine. Aux cheveux gris prématurés et au regard hanté, elle tournait nerveusement sa cuillère dans son café, incapable de soutenir le regard de l'investigateur. « Madame Arnaud, je sais que vous travailliez au parc Borély en septembre 2005. C'était il y a 20 ans. Je ne me souviens de rien. Vraiment. Parce que moi, j'ai retrouvé votre fiche de présence. Vous étiez de service le 12 septembre 2005, le jour exact où Aurore Charpentier a disparu. » Margot serra si fort sa tasse que ses jointures blanchirent. « Ah, c'est une coïncidence ? J'en doute. J'ai aussi épluché vos relevés bancaires. Le 15 septembre 2005, vous avez reçu un virement de 50 000 € d'un compte offshore, 3 jours après la disparition. » Margot ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues.
Je ne peux rien dire, elle me tuera. Qui, Anouk? Le silence de Margot valait tous les aveux. Laurent sortit un petit enregistreur numérique de sa poche et le posa sur la table. Madame Arnaud, une jeune femme innocente pourrait enfin retrouver son père. Une fillette de 6 ans pourrait enfin connaître sa vraie sœur. Vous seul pouvez leur donner ça. Vous seul pouvez réparer ce que vous avez cassé. Margot éclata en sanglots, ses épaules secouées de spasmes. Puis, d'une voix brisée, elle commença à parler. C'était l'idée d'Anouk depuis le début. Elle avait rencontré Félix à une soirée caritative 6 mois avant la disparition. Elle est devenue obsédée par lui, par son argent, son statut, tout. Mais il était encore amoureux de sa femme Delphine. Et il avait Aurore, une famille parfaite. Laurent écoutait, immobile, l'enregistreur captant chaque mot. Anouk m'a dit que si Aurore disparaissait, Delphine et Félix finiraient par se séparer, que le chagrin les détruirait et qu'elle pourrait ensuite consoler Félix, se rapprocher de lui, et vous avez accepté. Elle m'a menacée. J'avais des dettes de jeu, des gens dangereux me poursuivaient. Elle m'a offert 50 000 €. J'étais désespérée. Margot s'essuya les yeux, le visage ravagé par la culpabilité. Le 12 septembre, je travaillais au parc. J'ai vu Félix avec Aurore près du lac aux canards, quand il est allé chercher des glaces. Je me suis approchée de la petite. Je lui ai dit que son papa m'envoyait la chercher. Elle m'a suivie sans résister. Elle me faisait confiance. La voix de Margot se brisa complètement. Je l'ai emmenée dans une camionnette, on lui a donné un sédatif léger, puis on l'a conduite au centre Sainte-Agnès et on l'a laissée devant l'entrée avec de faux papiers au nom d'Aveline Marchand. Anouk avait tout organisé, les documents falsifiés, l'effacement des traces, même l'accident de l'assistante sociale 2 ans plus tard. Laurent arrêta l'enregistreur, le visage pâle. « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Cet enfant a été privé de sa famille pendant 20 ans. Delphine Charpentier est morte de chagrin. »« Je sais, » sanglota Margot. « Chaque jour, je vis avec ça. Chaque nuit, je vois son visage. J'ai essayé de me racheter, de devenir quelqu'un de bien, mais c'est impossible. Le mal est fait. Pourquoi parlez-vous maintenant ? Parce qu'Anouk veut recommencer. Elle m'a appelé il y a 3 jours, paniquée. Elle m'a dit qu'Aurore était revenue et qu'il fallait régler le problème. J'ai refusé. Je ne peux plus. Je ne recommencerai pas. » Laurent rangea soigneusement l'enregistreur dans sa poche. « Cette confession pourrait vous envoyer en prison. Je sais, et je suis prête. Tant que cette fille retrouve son père, j'accepte de payer pour ce que j'ai fait. » Le 5e jour, Aveline reçut une visite surprise. Éloane, accompagnée de Félix, débarqua dans sa suite avec un dessin qu'elle avait fait à l'hôpital. « Regarde, c'est nous 3 dans le jardin de Jasmin !» s'exclama la fillette en brandissant fièrement son œuvre. Sur le papier, 3 silhouettes se tenaient la main au milieu de fleurs blanches maladroitement dessinées. Au-dessus, un soleil jaune souriait. « C'est magnifique, ma puce !» dit Aveline en serrant Éloane contre elle. « Quand les docteurs vont dire que t'es ma sœur, on pourra vivre tous ensemble. » Félix et Aveline échangèrent un regard lourd de signification. « On verra, ma chérie, » répondit prudemment Félix. « Moi, je sais déjà, » déclara Éloane avec la certitude absolue de l'enfance. « T'es ma sœur. Je le sens dans mon cœur. » Le 6e jour, Anouk frappa à la porte de la suite d'Aveline. Le garde de sécurité voulut l'empêcher d'entrer, mais Aveline l'autorisa, curieuse de ce que la femme de Félix avait à lui dire. Anouk entra, élégante comme toujours dans un tailleur Dior noir, mais son visage trahissait l'attention. Elle resta debout près de la porte, refusant de s'asseoir. « Je vais être directe. »« Combien voulez-vous » Aveline fronça les sourcils. « Pardon. Pour disparaître. Pour oublier cette histoire de test ADN. Pour laisser ma famille tranquille. 100 000 €, 200 000. » Le dégoût envahit Aveline. « Vous pensez vraiment que c'est une question d'argent ? » « Tout est toujours une question d'argent, » rétorqua froidement Anouk. « Vous avez vécu dans la misère toute votre vie. Je vous offre une fortune et la possibilité de recommencer ailleurs. Je ne veux pas de votre argent, je veux la vérité. » Anouk s'avança, les yeux brillants d'une rage contenue. « La vérité ? Vous voulez vraiment la vérité ? Même si elle détruit Éloane, même si elle fait de cette petite fille innocente la fille d'une criminelle. C'est vous qui avez fait ces choix, pas moi. Aurore est morte il y a 20 ans, cria Anouk. Elle est morte le jour où elle a disparu. Vous n'êtes qu'une opportuniste qui ressemble à une photo. Rien de plus. Aveline se leva, tremblante de colère et de peine. Vous avez peur.
Vous savez que je dis la vérité, et vous savez que quand ce test reviendra positif, tout votre château de mensonges s'effondrera. Anouk la fixa avec une haine pure, puis tourna les talons et sortit en claquant la porte. Aveline s'effondra sur le canapé, épuisée par la confrontation. Le 7e jour arriva enfin. Félix reçut un appel du laboratoire à 9h du matin. Aveline était avec lui dans son bureau, trop nerveuse pour rester seule. Il décrocha, écouta en silence, puis raccrocha lentement. Les résultats sont prêts. On peut aller les chercher cet après-midi. Aveline sentit ses jambes se dérober. Félix la rattrapa et la fit asseoir. Respirez, tout va bien se passer. Et si je ne suis pas elle? Félix s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. Alors on trouvera d'autres réponses. Mais Aveline, regardez-moi, dans mon cœur, je sais déjà, vous êtes ma fille. Vous êtes Aurore, à 15h. Ils se tenaient devant le laboratoire Biotech Méditerranée. Félix avait demandé qu'on leur remette l'enveloppe scellée en main propre. Le technicien la lui tendit avec un sourire professionnel. Bonne chance. Monsieur dans la voiture, Félix regardait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. Aveline tremblait de tout son corps. « Je n'arrive pas à l'ouvrir », murmura-t-il. « Donnez-la-moi. » Aveline prit l'enveloppe et la déchira d'un geste sec. Elle déplia la feuille, ses yeux balayant frénétiquement les lignes de texte médical jusqu'à trouver la conclusion finale. Ses mains lâchèrent le papier qui tomba sur ses genoux. Les larmes jaillirent. Félix le ramassa d'une main tremblante et lut « Compatibilité, 99,9%. Irrelation confirmée, père-fille. » Le papier glissa des doigts de Félix et tomba sur ses genoux. Pendant quelques secondes interminables, il resta immobile, les yeux fixés sur les mots qui venaient de bouleverser sa vie. Compatibilité, 99,9%. Relation confirmée, père-fille. Puis il éclata en sanglots. Des sanglots profonds, viscéraux, qui venaient du fond de son âme. 20 ans de chagrin, d'espoir brisé, de nuits blanches à chercher un fantôme. Tout remontait d'un coup, libéré par ces quelques mots scientifiques. « Aurore, ma petite, tu es revenue. » Il tendit les bras vers elle. Et Aveline, non, Aurore, se jeta contre lui. Ils s'enlacèrent avec force, pleurant ensemble dans la voiture garée devant le laboratoire, indifférents aux regards curieux des passants. « Papa », murmura Aurore, testant le mot pour la première fois depuis 20 ans. Le mot résonna comme une incantation magique. Félix resserra son étreinte, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Ma fille, mon Dieu, ma fille, je t'ai cherchée partout. Partout, je n'ai jamais abandonné. Je sais, je le sens. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, récupérant le temps perdu, comblant 20 ans de vide par la seule force de leur présence. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs visages étaient ravagés par les larmes, mais leurs yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Il faut qu'on rentre », dit Félix en essuyant ses joues. « Il faut qu'on l'annonce à Éloane. Elle va être tellement heureuse. » Mais le sourire d'Aurore se fana, et Anouk, le nom tomba comme une pierre dans un lac calme. Félix serra les mâchoires, son expression se durcissant. Anouk devra répondre de ses actes. Laurent m'a appelé ce matin. Margot a tout avoué. Il a un enregistrement complet de sa confession. Aurore porta une main à sa bouche. Elle m'a vraiment enlevée. Oui, sur ordre d'Anouk, pour me séduire une fois que ma vie serait détruite. Elle a tout orchestré. La rage montait dans sa voix, une colère froide et implacable. Cette femme a tué Delphine. Elle a volé 20 ans de ta vie. Elle a fait de ma propre existence un enfer. Et maintenant, elle va payer. Ils rentrèrent au Charpentier Grand Hôtel dans un silence chargé d'émotions contradictoires. Joie, colère, incrédulité. Tout se mélangeait dans un tourbillon vertigineux. Laurent les attendait dans le bureau de Félix, une mallette posée sur le bureau. « Monsieur Charpentier, mademoiselle. » Aurore. Le prénom sonna étrangement aux oreilles d'Aurore, comme un vêtement qu'on essaie après des années. Ça lui allait, mais c'était encore inhabituel. « Vous avez tout ?» demanda Félix. « Absolument tout. La confession enregistrée de Margot, les relevés bancaires prouvant le paiement, les témoignages de 3 employés du parc qui se souviennent l'avoir vue ce jour-là, et surtout, j'ai retrouvé le contact qui a falsifié les papiers d'Aveline. Pardon. D'Aurore. Il est prêt à témoigner contre Anouk en échange d'une réduction de peine.
Félix hocha la tête, le visage de marbre. Parfait. Contactez la police. Je veux qu'elle soit arrêtée ce soir. Papa, attendez. Aurore s'avança, les mains tremblantes. Éloane. Il faut penser à Éloane. Si sa mère est arrêtée brutalement, si elle apprend tout d'un coup. Félix ferma les yeux, déchiré. Sa fille retrouvée avait raison. Éloane était innocente dans tout ça. Elle ne méritait pas d'être traumatisée davantage. Qu'est-ce que tu proposes? On lui parle d'abord. On lui explique que je suis sa sœur, qu'on a été séparés, qu'on se retrouve. On lui donne du bonheur avant de lui infliger la douleur. Laurent rangea ses documents dans la mallette. C'est sage. Et ça nous laisse le temps de tout préparer. Le dîner de charité qu'Anouk organise demain soir au Grand Hôtel serait le moment idéal. Pourquoi? Demanda Aurore. Parce qu'elle a invité toute la haute société marseillaise, les journalistes, les investisseurs. Si on l'expose publiquement devant tout ce monde, elle ne pourra ni fuir ni nier, et Éloane sera chez sa nounou, à l'abri. Félix réfléchit longuement, puis acquiesça. D'accord, on fait comme ça, mais d'ici là, Anouk ne doit rien soupçonner. Le soir même, Félix organisa un dîner familial dans la suite privée de l'hôtel. Éloane arriva en sautillant, ravie d'être avec son père et Aveline. Anouk était absente, prétendument occupée par les préparatifs du gala. Félix servit le dessert, une tarte aux framboises que la fillette adorait, puis s'assit en face d'elle. Aurore à ses côtés. Éloane, ma chérie, on a quelque chose d'important à te dire. La petite leva vers eux ses grands yeux noisettes, une trace de crème sur la joue. Quoi, papa? Tu te souviens quand je t'ai raconté l'histoire d'Aurore, ta grande sœur qui a disparu quand elle était petite? Oui, celle de la photo avec le lapin en peluche. Eh bien, on a retrouvé Aurore. Elle est revenue. Éloane fronça les sourcils, confuse. Où elle est? Félix prit la main d'Aurore et la serra doucement. C'est Aveline. Aveline. C'est Aurore. La fillette cligna des yeux, essayant de comprendre. Puis son visage s'illumina d'un immense sourire. J'avais raison. Je savais que c'était ma sœur. Je le savais dans mon cœur. Elle se leva d'un bond et se jeta dans les bras d'Aurore, la serrant avec une force étonnante pour une enfant de 6 ans. Ma sœur, ma grande sœur. Aurore la serra contre elle, les larmes coulant librement sur ses joues. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait une famille. Une vraie famille qui l'aimait, qui la voulait, qui la reconnaissait. Oui, ma puce, je suis ta sœur. Pourquoi t'étais partie? La question innocente figea Aurore. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que sa propre mère avait orchestré un enlèvement? Quelqu'un m'a emmenée loin de papa, mais maintenant je suis revenue et on ne sera plus jamais séparés. Promis, promis. Éloane se tourna vers son père. Papa, ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant. Félix s'agenouilla près de ses 2 filles et les enveloppa dans ses bras. Oui, ma chérie, on est enfin une vraie famille. Le lendemain matin, Anouk entra dans le bureau de Félix sans frapper, une liste de tâches à la main pour le gala du soir. Elle s'arrêta net en voyant Aurore assise dans le fauteuil en face du bureau, parfaitement à l'aise. « Qu'est-ce qu'elle fait encore là ?» cracha-t-elle. « Elle vit ici maintenant », répondit calmement Félix. « C'est sa maison. » Anouk éclata d'un rire sarcastique. « Sa maison, Félix. Tu perds complètement la tête. Cette fille est une imposteur qui... Le test ADN était revenu positif. Aveline est Aurore. C'est ma fille. » Le silence qui suivit fut glacial. Anouk devint d'une pâleur cadavérique, ses doigts se crispant sur la liste de tâches jusqu'à la froisser. C'est impossible. Compatibilité à 99,9%. Confirmé par le laboratoire Biotech Méditerranée. Tu peux appeler toi-même si tu veux vérifier. Anouk recula d'un pas, puis 2, comme si elle venait de voir un fantôme. Son regard passa de Félix à Aurore, cherchant désespérément une échappatoire. Félix, écoute-moi, même si elle est biologiquement ta fille, elle a disparu pendant 20 ans. Elle est une étrangère. Tu ne peux pas lui faire confiance. Au contraire, c'est à toi que je ne peux plus faire confiance. Félix se leva, contournant son bureau pour se placer devant sa femme. Je sais que ta sœur Margot travaillait au parc Borély le jour de la disparition. Je sais qu'elle a reçu 50 000 € 3 jours plus tard, et je sais qu'elle a avoué vous avoir aidé à kidnapper ma fille. Anouk recula jusqu'au mur, secouant frénétiquement la tête. C'est des mensonges. Margot est folle. Elle invente n'importe quoi. Elle a tout enregistré.
Chaque détail. Comment vous avez planifié l'enlèvement? Comment vous avez falsifié les documents? Comment vous avez fait disparaître les traces? Félix, je t'en supplie. Pendant 20 ans, tu m'as regardé souffrir, pleurer, chercher ma fille partout. Et tu savais, tu as toujours su où elle était. Sa voix se brisa, l'émotion le submergeant. Tu as tué Delphine aussi sûrement que si tu l'avais poignardée toi-même. Son cœur n'a pas survécu au chagrin de perdre Aurore. Et toi, tu étais là, jouant la femme compatissante, attendant ton heure. Anouk se laissa glisser contre le mur, le visage ravagé. Je t'aimais, je voulais juste être avec toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession, de la folie. Aurore se leva et s'approcha doucement. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? J'avais 6 ans, j'étais une enfant innocente. Anouk leva vers elle des yeux remplis de haine. Parce que tu étais un obstacle. Félix t'adorait. Il n'aurait jamais regardé une autre femme tant que tu étais là. Il fallait que tu disparaisses. Alors vous avez détruit 3 vies. La mienne, celle de papa, celle de Delphine, juste pour satisfaire votre égoïsme. Je regrette rien, hurla Anouk. J'ai eu 10 ans avec lui, 10 ans de bonheur, et j'ai Éloane. Ça valait le coup. Félix la regarda avec un dégoût profond. Tu es un monstre. Et demain soir, devant tout Marseille, le monde entier saura qui tu es vraiment. Anouk se redressa lentement, essuyant rageusement ses larmes. Si je tombe, je t'emmène avec moi. Félix, ton précieux empire, ta réputation, ton nom, tout sera sali. Es-tu prêt à sacrifier tout ça? Pour ma fille? Sans hésiter, Anouk les fixa tous les deux avec une rage impuissante, puis sortit en claquant la porte. Aurore se tourna vers son père. Inquiète? Vous pensez qu'elle va s'enfuir? Non, son orgueil ne le lui permettra pas. Elle viendra au gala, et c'est là qu'on l'attendra. La nuit tombée, Anouk s'enferma dans son bureau personnel de la villa, les mains tremblantes, le cerveau en ébullition. Tout s'effondrait, 20 ans de manipulation minutieuse, de mensonges soigneusement tissés, tout partait en fumée à cause de cette fille qui refusait de rester morte. Elle vida son verre de vodka d'un trait et composa le numéro de Margot. Sa sœur décrocha à la 3e sonnerie, la voix éteinte. « Anouk, je ne veux plus te parler. Tu m'as trahi, » siffla Anouk. « Tu as tout raconté à cet investigateur. Tu m'as poignardé dans le dos. Je t'ai sauvé. Au contraire, j'ai avoué ma part de responsabilité. Toi, tu peux encore t'en sortir si tu arrêtes maintenant. » « M'en sortir, » ricana amèrement Anouk. « Félix sait tout. Il a les enregistrements, les preuves bancaires. Tout. C'est fini, Margot. Ma vie est finie. » « Alors assume. Présente-toi à la police. Plaide coupable. » demande Clémence. « C'est ta seule chance. » « Ma seule chance. Non, ma seule chance, c'est de détruire Aurore avant qu'elle ne me détruise. » Le silence horrifié de Margot résonna dans le téléphone. « Anouk, non, n'y pense même pas. Tu as déjà fait assez de mal. Au contraire, je n'ai pas été assez loin. J'aurais dû m'assurer qu'elle ne revienne jamais. » Elle raccrocha avant que Margot ne puisse protester davantage. Puis elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper frénétiquement. Si elle allait tomber, elle ne tomberait pas seule. Elle emporterait Aurore avec elle. Pendant les 24 heures suivantes, Anouk travailla comme une possédée. Elle contacta 3 journalistes qu'elle savait sans scrupule, leur promettant une exclusivité scandaleuse. Elle falsifiqua des échanges de messages entre elle et Aurore, créant une fausse histoire de harcèlement et de chantage. Elle soudoya 2 employés de l'hôtel pour qu'ils témoignent avoir vu Aurore fouiller dans le bureau de Félix et voler des documents confidentiels. Elle créa même un faux compte bancaire aux îles Caïmans au nom d'Aveline Marchand, y transférant 100 000 € pour faire croire qu'Aurore extorquait de l'argent. Son plan était simple mais redoutable. Lors du gala de charité, devant 300 invités, journalistes et caméras, elle monterait sur scène et exposerait Aurore comme une manipulatrice dangereuse. Elle présenterait ses preuves avant que Félix ne puisse présenter les siennes, l'attaque préventive, la meilleure défense. Si elle devait sombrer, elle s'assurerait qu'Aurore coule avec elle. Le matin du gala, Margot se présenta au charpentier Grand Hôtel, le visage ravagé par l'insomnie et la culpabilité. Laurent l'avait contactée 1 heure plus tôt pour l'avertir des manœuvres d'Anouk. Félix la reçut dans son bureau, Aurore à ses côtés. Margot n'osait pas regarder la jeune femme dans les yeux. « Mademoiselle, Aurore, je suis tellement désolée. » Sa voix se brisa. Elle tomba à genoux, secouée de sanglots.
J'ai détruit votre vie. J'ai détruit tout. Je ne mérite pas votre pardon. Mais je vous supplie de me croire. Je regrette chaque jour, chaque heure. Si je pouvais revenir en arrière. Aurore s'agenouilla devant elle, posant doucement une main sur son épaule tremblante. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Mais vous pouvez m'aider maintenant à empêcher Anouk de faire plus de mal. Margot releva la tête, les yeux rougis. Comment ? En témoignant ce soir devant tout le monde, en disant la vérité, Margot hocha la tête, essuyant rageusement ses larmes. Je le ferai, je dirai tout, même si ça m'envoie en prison pour le reste de ma vie. Félix la regarda avec une gravité profonde. Margot, ma femme Delphine est morte à cause de ce que vous avez fait. Je ne vous pardonnerai jamais complètement. Mais si vous aidez à faire éclater la vérité ce soir, je demanderai au juge de considérer votre coopération. Je ne veux pas de clémence. Je veux juste que justice soit faite. Laurent entra dans le bureau, une tablette à la main. Monsieur Charpentier, Anouk vient de publier une série de posts sur les réseaux sociaux accusant Aurore d'escroquerie et de manipulation. Elle a tagué tous les invités du gala. C'est en train de devenir viral. Félix serra les poings, la mâchoire contractée. Cette femme ne recule devant rien. Elle est désespérée, dit Aurore calmement. Les gens désespérés font des choses stupides. On ne peut pas la laisser salir votre nom comme ça. Laissez-la faire, papa. Plus elle mentira publiquement, plus sa chute sera spectaculaire quand la vérité éclatera. Félix la regarda avec admiration. En quelques jours, sa fille avait montré plus de force et de sagesse que bien des adultes n'en auraient en une vie entière. Tu as raison. On la laisse se pendre elle-même avec ses propres mensonges. À 18h, le grand salon du Charpentier Grand Hôtel commença à se remplir. Les invités arrivaient en robe de soirée et smoking, s'extasiant devant la décoration somptueuse. Lustre de cristal, bouquet de roses blanches, table dressée avec une précision millimétrique, Anouk circulait parmi les convives, sourire figé aux lèvres, distribuant poignées de main et bises protocolaires. Elle portait une robe Valentino rouge sang, ses cheveux blonds remontés en un chignon impeccable. Elle ressemblait à une reine accueillant ses sujets, mais ses yeux trahissaient une tension extrême. Les journalistes qu'elle avait contactés étaient positionnés stratégiquement dans la salle, caméra prête, tout était en place pour son coup de théâtre. À 19h, Félix fit son entrée avec Aurore à son bras. Elle portait une robe bleu nuit simple mais élégante. Ses cheveux châtains tombant en boucles légères sur ses épaules. Elle était magnifique, rayonnante d'une dignité tranquille. Le silence se fit progressivement dans la salle. Les regards se tournèrent vers eux, les murmures fusèrent. Certains invités avaient vu les posts d'Anouk sur les réseaux sociaux et observaient Aurore avec suspicion ou curiosité. Anouk les vit entrer et son visage se durcit. C'était maintenant ou jamais. Elle monta sur la petite scène dressée au fond du salon, prit le micro et tapota dessus pour attirer l'attention. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce gala de charité au profit de l'association Enfants disparus de France. » L'ironie du nom n'échappa ni à Félix ni à Aurore. Anouk continua, sa voix claire portant dans toute la salle. « Avant de commencer les festivités, je dois malheureusement vous faire part d'une situation très délicate qui touche ma famille. » Elle désigna Aurore d'un geste théâtral. Cette jeune femme, qui se fait appeler Aveline Marchand, prétend être la fille disparue de mon mari, Aurore Charpentier. Elle nous a approchés il y a quelques semaines, avec une histoire émouvante et manipulatrice. Les murmures s'intensifièrent, les caméras des journalistes se tournèrent vers Aurore, qui resta parfaitement immobile, le visage calme. Au début, nous avons voulu croire mon mari, rongé par 20 ans de chagrin, était prêt à accepter n'importe quelle illusion. Mais j'ai enquêté, et ce que j'ai découvert est choquant. Anouk brandit une chemise contenant ses fausses preuves. Cette femme a un passé criminel. Elle a déjà escroqué 2 familles riches en prétendant être leur fille disparue. Elle a ouvert un compte offshore et a transféré 100 000 € de notre entreprise. Elle a harcelé notre fille Eloane. Elle a même menacé de détruire notre réputation si nous refusions de lui donner de l'argent. Aurore sentit son estomac se nouer, mais elle garda la tête haute. Félix lui serra discrètement la main. « Tiens bon », murmura-t-il. Anouk continua, sa voix montant dans l'indignation feinte. « J'ai les preuves, les messages, les relevés bancaires.
Les témoignages d'employés. Cette manipulatrice veut juste notre argent. Elle n'est pas Aurore. Elle n'est qu'une criminelle qui profite de la douleur d'un père pour s'enrichir. Un silence stupéfait envahit la salle. Certains invités regardaient Aurore avec dégoût. D'autres avec pitié. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. C'est pourquoi, conclut Anouk avec un air de martyr noble, je dois demander publiquement à cette femme de quitter ma famille tranquille. Nous ne porterons pas plainte si elle part maintenant et ne revient jamais. Mais si elle persiste dans ses mensonges, ça suffit. La voix de Félix tonna dans la salle. Il monta sur scène d'un pas décidé, Aurore sur ses talons. Laurent et Margot les suivirent, Laurent portant une mallette. Anouk recula d'un pas, la panique traversant brièvement son visage avant qu'elle ne reprenne son masque de contrôle. « Félix, ne te ridiculise pas davantage. Cette fille t'a ensorcelé. Tais-toi. » Le ton était si froid, si tranchant, qu'Anouk se figea. Félix prit le micro de ses mains et se tourna vers l'assemblée médusée. « Mesdames et messieurs, ma femme vient de vous raconter un tissu de mensonges. Et je vais vous prouver pourquoi. » Il fit un geste à Laurent, qui ouvrit la mallette et en sortit une grande enveloppe. Voici le résultat d'un test ADN effectué par le laboratoire Biotech Méditerranée. Compatibilité à 99,9%. Aveline Marchand est ma fille. Aurore Charpentier, c'est un fait scientifique indiscutable. Il projeta le document sur l'écran géant derrière lui. Les invités se penchèrent pour lire. Les murmures reprirent de plus belle. Anouk devint livide. 1. Un test ADN peut être falsifié. Pas celui-ci. Mais ce n'est pas tout. Félix regarda Margot, qui monta sur scène d'un pas tremblant. Cette femme est Margot Arnaud, la sœur d'Anouk. Elle a quelque chose à vous dire. Margot prit le micro, les larmes coulant déjà sur ses joues. Il y a 20 ans, ma sœur et moi avons kidnappé Aurore Charpentier alors qu'elle avait 6 ans. Nous l'avons droguée. Nous lui avons donné de faux papiers et nous l'avons abandonnée dans un orphelinat. Tout ça pour qu'Anouk puisse séduire Félix une fois sa vie détruite. Le silence qui suivit fut absolu. Même les serveurs arrêtèrent leurs mouvements, figés par l'horreur de la révélation. Le silence dans le grand salon était si épais qu'on aurait pu l'entendre se briser. 300 pères d'yeux fixèrent la scène avec une incrédulité absolue. Margot tenait toujours le micro, tremblante, les joues striées de larmes, tandis qu'Anouk reculait lentement vers le bord de la scène, le visage décomposé. « Non, non, c'est des mensonges !» balbutia Anouk. « Margot, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es folle !» Mais sa voix manquait de conviction. Tout son corps trahissait la panique. Les mains qui tremblaient, le regard fuyant, la respiration saccadée. Margot continua, sa voix brisée mais déterminée. « Anouk m'a payé 50 000 € pour kidnapper Aurore. J'ai tout avoué à l'investigateur privé de Monsieur Charpentier. Tout est enregistré. Les virements bancaires, les faux documents, l'effacement des traces. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité. Pendant 20 ans, j'ai vu le visage de cette petite fille que j'ai arrachée à son père. » Elle se tourna vers Aurore, les yeux suppliant le pardon. « Je suis désolée, tellement désolée. Vous ne méritiez pas ça, personne ne mérite ça. » Laurent s'avança et prit le micro. « Mesdames et messieurs, j'ai ici une confession enregistrée de Madame Arnaud détaillant chaque étape du crime. J'ai également les relevés bancaires prouvant le transfert de 50 000 € sur son compte 3 jours après la disparition, et j'ai les témoignages de 3 employés du parc Borély qui se souviennent l'avoir vue ce jour-là, avec une petite fille correspondant à la description d'Aurore. » Il fit défiler les documents sur l'écran géant. Chaque preuve tombait comme un marteau, clouant Anouk dans son mensonge. « Mais ce n'est pas tout, » continua Laurent. « Madame Charpentier a également orchestré l'effacement des traces. L'assistante sociale qui s'occupait du dossier d'Aurore, au centre Sainte-Agnès est morte dans un accident de voiture en 2007. Un accident dont le rapport d'enquête présente plusieurs incohérences troublantes. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Plusieurs femmes portèrent les mains à leur bouche. Les journalistes mitraillaient la scène de photos, conscients d'assister à un scandale historique. Anouk secoua frénétiquement la tête. « C'est un complot. Ils veulent me détruire, Félix. Tu ne peux pas croire ces absurdités. Je suis ta femme, la mère d'Éloane. » Félix s'avança, le visage de pierre, lorsqu'il parla. Sa voix était glaciale. Chaque mot pesait avec soin. « Tu as raison sur un point. Tu es la mère d'Éloane. Et pour ça, une petite part de moi voudrait te donner une chance.
Mais tu ne mérites aucune pitié. » Il brandit une nouvelle série de documents. Voici les relevés téléphoniques. La nuit où l'appartement d'Aurore a été saccagé, tu as appelé un numéro enregistré sous le nom « Plombier ». Ce numéro appartient à un criminel connu pour ses activités d'intimidation et d'extorsion. 5 000 € ont été virés sur son compte le lendemain. Anouk vacilla, cherchant désespérément une issue. Je voulais juste la faire partir. Elle menaçait notre famille, notre stabilité, notre famille, explosa Félix. Tu as tué ma première femme. Delphine est morte de chagrin parce que tu lui as arraché sa fille. Tu as volé 20 ans de la vie d'Aurore. 20 ans où elle a grandi seule, sans amour, sans famille, en se demandant qui elle était. Sa voix se brisa. Il se tourna vers Aurore, les yeux brillants de larmes. Ma fille a passé 20 ans à croire qu'elle n'était personne, qu'elle ne venait de nulle part. Et toi, tu étais là, sachant exactement où elle était, la regardant souffrir à travers les années perdues. Anouk tomba à genoux. Le masque de sophistication complètement effondré, elle n'était plus qu'une femme acculée, désespérée. Je l'aimais, Félix. Je t'aimais tellement. Je voulais juste être avec toi. Juste ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession pathologique. Aurore s'avança lentement, se tenant devant Anouk agenouillée. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, mais chargée d'une émotion contenue. Vous m'avez volé mon enfance, mes souvenirs, ma famille. Chaque jour dans cet orphelinat, je me demandais si quelqu'un, quelque part, pensait à moi, si quelqu'un me cherchait, si j'avais de l'importance pour qui que ce soit. Elle fit une pause, ravalant ses larmes. J'ai grandi en croyant que j'étais indésirable, que j'avais été abandonnée parce que je ne valais rien. Vous avez construit votre bonheur sur ma destruction, et maintenant, vous voudriez ma pitié. Anouk leva vers elle des yeux rougis, mais n'y trouva aucune compassion, seulement une détermination d'acier. Vous ne l'aurez pas, conclut Aurore. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. À moi, à mon père, à Delphine, à Éloane, justice sera faite. À cet instant, les portes du salon s'ouvrirent. 4 policiers en uniforme entrèrent, menés par un commandant au visage grave. Laurent avait alerté les autorités avant le gala, les tenant prêtes à intervenir au bon moment. Madame Anouk Charpentier, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration, falsification de documents, complicité de meurtre et intimidation avec violence. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Anouk ne résista pas, le choc l'ayant vidée de toute énergie. Tandis qu'on l'emmenait, elle se tourna une dernière fois vers Félix. « Éloane, s'il te plaît, laisse-moi au moins dire au revoir à ma fille. Tu as perdu ce droit, » répondit froidement Félix. « Éloane mérite mieux qu'une meurtrière comme mère. » Anouk poussa un cri déchirant, mais les policiers la traînèrent hors du salon. Margot les suivit volontairement, acceptant son arrestation avec une dignité silencieuse. Avant de partir, elle regarda une dernière fois Aurore. « Merci d'avoir été plus forte que moi, plus courageuse. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Puis elle disparut dans le couloir. Le salon resta figé pendant quelques secondes. Puis, comme sortant d'un sort, les invités commencèrent à parler tous en même temps. Certains applaudirent spontanément. D'autres pleuraient. Les journalistes se précipitèrent vers Félix et Aurore, micro tendu, questions fusant de toutes parts. « Monsieur Charpentier, comment vous sentez-vous ? Aurore, qu'allez-vous faire maintenant ? Est-ce que vous allez porter plainte contre d'autres complices ?» Félix leva la main, demandant le silence. Progressivement, la cacophonie s'apaisa. « Mesdames et messieurs, ce soir marque la fin d'un cauchemar de 20 ans. Ma fille est revenue. Justice va être faite. C'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers Aurore et lui tendit la main. « Tu veux dire quelque chose ?» Aurore prit le micro, sa voix tremblant légèrement. « Pendant 20 ans, j'ai été Aveline Marchand, une orpheline sans passé. Ce soir, je redeviens Aurore Charpentier. Je retrouve mon père, ma petite sœur, ma famille, mais je n'oublie pas toutes les personnes qui, comme moi, ont été arrachées à leurs proches. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « C'est pourquoi je vais utiliser ma voix et les ressources de ma famille pour créer une fondation dédiée à la recherche d'enfants disparus, pour que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu, pour que d'autres enfants ne grandissent pas en se demandant s'ils comptent pour quelqu'un. » L'applaudissement qui suivit fut tonitruant. Des hommes d'affaires, des mondains,
des journalistes. Tous se levèrent en une ovation spontanée. Aurore sentit les larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Félix l'enlaça, la serrant contre lui avec une tendresse paternelle. « Je suis tellement fière de toi, ma fille. Merci, papa, pour ne jamais avoir abandonné. » 1 heure plus tard, après que les invités furent partis et que le personnel eut commencé à ranger le salon, Félix et Aurore se retrouvèrent seuls sur la terrasse de l'hôtel, contemplant Marseille illuminée sous le ciel étoilé. « Tu penses à quoi ?» demanda doucement Félix. « À Éloane. Comment on va lui dire? Comment on va lui expliquer que sa mère? On trouvera les mots, ensemble. Elle a toi maintenant. Elle a une grande sœur qui l'aime. » Aurore sourit faiblement. « Et Anouk, qu'est-ce qui va lui arriver? Prison, longtemps. Laurent pense à au moins 15 ans. Peut-être 20 avec toutes les charges. Margot coopère. Elle aura une peine réduite. Mais Anouk, elle va payer. » Un silence confortable s'installa. Félix passa un bras autour des épaules de sa fille. « Tu sais, pendant 20 ans, j'ai rêvé de ce moment. Te retrouver, te serrer dans mes bras, mais je n'osais plus y croire. Une partie de moi pensait que tu étais morte. J'étais morte, d'une certaine façon. Aveline était une coquille vide, mais Aurore peut enfin vivre. » Félix l'embrassa sur le front. « Alors vivons, ma fille, vivons pleinement. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. » Au loin, les lumières du vieux port scintillaient, comme des étoiles tombées sur terre. Et pour la première fois depuis 20 ans, Aurore Charpentier se sentit vraiment chez elle. Le lendemain du gala, Marseille se réveilla sous le choc. Les journaux titraient en une. Scandale Charpentier. Une mère kidnappe la fille de son futur mari. La princesse perdue de Marseille retrouvée après 20 ans. Anouk Charpentier arrêtée pour enlèvement et complicité de meurtre. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images du gala. Le moment où Margot avouait, les preuves projetées sur l'écran géant, l'arrestation d'Anouk, les réseaux sociaux explosaient de commentaires indignés, de messages de soutien pour Aurore, de théories conspirationnistes. Dans sa cellule du commissariat central, Anouk fixait le mur gris, le visage vide d'expression. Elle n'avait pas dormi, n'avait pas pleuré. Elle était juste, vide. Tout ce qu'elle avait construit pendant 10 ans s'était effondré en une soirée. Son mariage, sa réputation, sa liberté, tout partit en fumée. On frappa à la porte de la cellule. Un gardien ouvrit et fit entrer son avocat, maître Bernard Lefebvre, un homme dans la soixantaine aux cheveux blancs impeccables. « Madame Charpentier, nous devons parler. » Anouk ne bougea pas. « Il n'y a rien à dire. Tout est fini. Pas nécessairement. Si vous plaidez coupable et coopérez pleinement, le procureur pourrait accepter un accord. 15 ans au lieu de 25. 15 ans. 25 ans. Quelle différence. Ma vie est détruite de toute façon. » L'avocat s'assit en face d'elle, posant sa mallette sur la table métallique. « Éloane aura besoin de sa mère un jour, même condamnée, si vous coopérez maintenant, si vous montrez du remords. Peut-être qu'elle pourra vous pardonner quand elle sera adulte. » À la mention du nom de sa fille, Anouk se brisa. Les larmes qu'elle retenait depuis la veille jaillirent, des sanglots violents secouant tout son corps. « Ma petite fille, elle va me détester. Elle va grandir en sachant que sa mère est un monstre. Alors donnez-lui au moins une raison de croire que vous regrettez. Plaidez coupable. Exprimez des remords sincères. C'est tout ce qu'il vous reste. » Anouk essuya rageusement ses larmes. « J'ai détruit tellement de vies. Aurore, Félix, Delphine, Éloane, même Margot, tout ça pourquoi? Pour 10 ans de bonheur volé. Pour l'obsession, corrigea doucement l'avocat. Vous étiez obsédé par Félix Charpentier. L'obsession fait faire des choses terribles aux gens. Anouk hocha lentement la tête. D'accord, je plaiderai coupable. Mais je veux voir Éloane, une dernière fois, avant le procès. Je vais voir ce que je peux faire. Au Charpentier Grand Hôtel, Félix et Aurore affrontaient une autre épreuve. Parler à Éloane. La fillette était restée chez sa nounou pendant le gala et ne savait encore rien du drame qui avait éclaté. Il l'attendait dans le salon privé de la suite, assis côte à côte sur le canapé. Quand Éloane entra en courant, rayonnante dans sa robe à pois rose, Aurore sentit son cœur se serrer. « Papa, Aurore, j'ai fait un dessin pour vous. » Elle brandit fièrement une feuille où 3 personnages se tenaient la main sous un arc-en-ciel. « Ah, c'est nous 3.
On est une famille. Félix l'attira sur ses genoux, caressant doucement ses cheveux. Ma chérie, on doit te parler de quelque chose d'important. De maman. Le sourire d'Eloane s'effaça légèrement. Maman est fâchée contre moi. C'est parce que j'ai dit qu'elle était méchante avec Aurore. Non, ma puce. Tu n'as rien fait de mal, mais maman a fait quelque chose de très grave il y a longtemps. Eloane fronça ses petits sourcils, confuse. Aurore prit doucement sa main. Tu te souviens que je suis ta grande sœur, que j'avais disparu quand j'étais petite? Oui, et papa t'a retrouvée. C'est vrai, mais la raison pour laquelle j'avais disparu, c'est que quelqu'un m'a emmenée loin de papa quand j'avais 6 ans. Comme toi maintenant. Les yeux d'Eloane s'écarquillèrent. Quelqu'un t'a kidnappée. Oui, et cette personne, c'était maman, avec sa sœur, tante Margot. Le silence qui suivit fut déchirant. Eloane regarda son père, puis Aurore, cherchant dans leurs yeux une indication que c'était une blague. Mais elle ne trouva que de la tristesse et de la vérité. « Maman », a volé Aurore. « Oui, ma chérie », confirma doucement Félix. Elle voulait être avec moi, mais j'avais déjà une famille. Alors elle a fait disparaître Aurore pour que je sois triste et seule. Et qu'elle puisse me consoler, les larmes montèrent aux yeux d'Eloane. Mais c'est méchant. Très très méchant. Oui, c'est pour ça que maman est en prison maintenant. Les policiers l'ont emmenée. Eloane éclata en sanglots, se jetant contre la poitrine de son père. Aurore se rapprocha et les entoura tous les deux de ses bras, formant un cocon protecteur. Je veux pas que maman soit méchante. Je veux qu'elle soit gentille comme les autres mamans. Je sais, ma puce. Je sais que c'est dur à comprendre. Ils restèrent ainsi longtemps, laissant Eloane pleurer toutes les larmes de son petit corps. Finalement, elle se calma, reniflant contre l'épaule de Félix. Est-ce que je peux quand même l'aimer, même si elle a fait des choses méchantes? Félix et Aurore échangèrent un regard, puis Aurore caressa doucement la joue mouillée d'Eloane. Bien sûr que tu peux, ma puce. C'est ta maman. Tu as le droit de l'aimer, mais tu dois aussi comprendre qu'elle va rester en prison longtemps. Pour toujours. Très longtemps. Mais un jour, quand tu seras grande, tu pourras décider si tu veux la voir ou pas. Eloane réfléchit longuement, son petit visage sérieux et concentré, puis elle regarda Aurore. Toi, tu es en colère contre maman? Oui, très en colère. Elle m'a volé 20 ans avec papa. 20 ans où j'aurais pu grandir ici, être heureuse, avoir une famille. Mais maintenant t'es là. On peut être une famille maintenant. Aurore sourit à travers ses propres larmes. Oui, ma puce, on peut. Et personne ne pourra plus nous séparer. Eloane se blottit entre eux deux, posant sa petite tête contre l'épaule d'Aurore. J'aime bien avoir une grande sœur, même si ça veut dire que maman est partie. 3 semaines plus tard, le procès préliminaire d'Anouk et Margot eut lieu au palais de justice de Marseille. La salle était bondée. Journalistes, curieux, familles de victimes d'enlèvement venues témoigner leur soutien à Aurore, Anouk entra dans le box des accusés, méconnaissable, ses cheveux blonds avaient perdu leur éclat, son visage était creusé, ses yeux cernés. Elle portait un tailleur gris simple, sans bijoux, sans maquillage. À côté d'elle, Margot semblait plus sereine, acceptant son sort avec une dignité résignée. Le juge, une femme sévère dans la cinquantaine, lut les chefs d'accusation d'une voix neutre. « Madame Anouk Charpentier, vous êtes accusée d'enlèvement de mineurs, séquestration, falsification de documents officiels, complicité de meurtre dans l'affaire de l'assistante sociale décédée et intimidation avec violence. Comment plaidez-vous » Anouk se leva lentement, la voix brisée. « Coupable, votre honneur, coupable de tout. » Un murmure parcourut la salle. Le juge tapota son marteau. « Silence, Madame Arnaud. Comment plaidez-vous ?»« Coupable, votre honneur. Je coopère pleinement avec la justice. » Le juge hocha la tête. « Bien. Compte tenu de vos aveux, le procès principal est fixé dans 3 mois. D'ici là, vous resterez en détention préventive. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter ?» Anouk leva des yeux rougis vers la galerie où Félix et Aurore étaient assis. « Je voudrais dire à Aurore que je suis désolée, tellement désolée. J'ai détruit votre vie par égoïsme, par obsession. Je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que je regrette. Chaque jour,
chaque seconde. Elle se tourna vers Félix. « Et à toi, Félix. Je suis désolée d'avoir trahi ta confiance, d'avoir sali le nom que tu m'as donné. Eloane mérite mieux que moi. Prends soin d'elle, s'il te plaît. » Félix ne répondit pas. Son visage restait de marbre, mais Aurore vit ses mains serrées sur la coudoir, les jointures blanches de tension. Le juge conclut la séance, tandis qu'on emmenait Anouk et Margot. Anouk se retourna une dernière fois vers la salle, cherchant désespérément un visage familier qui lui montrerait un signe de compassion. Elle ne trouva que des regards durs. Indifférents ou accusateurs, à la sortie du tribunal, les journalistes se précipitèrent sur Félix et Aurore. « Monsieur Charpentier, que ressentez-vous après ces aveux ? Soulagement, justice et tristesse pour Eloane qui perd sa mère ? Aurore, allez-vous pardonner un jour ?» Aurore réfléchit longuement avant de répondre. « Le pardon, c'est un chemin long et difficile. Aujourd'hui, je ressens surtout de la colère et de la douleur. Mais peut-être qu'un jour, pour ma propre paix, je pourrai pardonner. Pas oublier, jamais oublier, mais pardonner pour avancer. » Un journaliste leva la main. « Que va-t-il se passer maintenant pour vous ?» Félix passa un bras autour des épaules de sa fille. « Maintenant, on va vivre, rattraper le temps perdu, construire notre avenir ensemble et aider d'autres familles à retrouver leurs enfants disparus. » Aurore sourit. « La fondation Aurore sera opérationnelle dans 2 mois. On va changer les choses, pour que plus aucune famille ne vive ce que nous avons vécu, tandis qu'il s'éloignait du tribunal. » Main dans la main, les flashs des photographes capturaient l'image qui ferait la une du lendemain. Un père et sa fille retrouvés, marchant ensemble vers un avenir enfin lumineux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le procès préliminaire. L'automne avait doucement cédé sa place à un hiver méditerranéen clément, baignant Marseille d'une lumière dorée et apaisante. La vie, progressivement, reprenait son cours. Mais cette fois, elle était différente, meilleure, complète. Aurore se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre au dernier étage du Charpentier Grand Hôtel, une suite spacieuse que Félix avait fait redécorer spécialement pour elle. Les murs étaient peints d'un bleu doux rappelant la Méditerranée, et sur la commode trônait la vieille photo déchirée du jardin de Jasmin, désormais encadrée comme une relique précieuse de son passé retrouvé. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval décontractée et enfila un pull en cachemire crème. Dans le reflet, elle voyait enfin ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une femme qui savait d'où elle venait, une femme qui avait un nom, une histoire, une famille. On frappa à la porte. « Aurore, c'est moi !» La voix aiguë d'Eloane la fit sourire. Elle ouvrit, et la fillette se précipita dans ses bras, tenant un dessin fraîchement colorié. « Regarde, j'ai dessiné le jardin de grand-mère Delphine, avec les fleurs blanches. » Aurore examina le dessin avec tendresse. Des jasmins maladroitement tracés entouraient 3 personnages souriants. Félix, Aurore et Eloane. C'est magnifique, ma puce. On va l'accrocher dans ma chambre. Papa dit qu'on va au jardin aujourd'hui. Le vrai jardin. Tu es contente ? Aurore caressa doucement la joue de sa petite sœur. Très contente. C'est l'endroit où je suis née. D'une certaine façon, où mes premiers souvenirs existent. Eloane fronça son petit nez, réfléchissant intensément. Moi aussi je pourrais avoir des souvenirs là-bas, avec toi et papa. Oui, ma chérie, on va créer plein de nouveaux souvenirs. Ensemble, 1 heure plus tard, ils roulaient dans la campagne marseillaise, en direction de la villa familiale des Charpentiers, nichée sur les collines dominant la mer. Félix conduisait en silence, un sourire apaisé aux lèvres, à l'arrière. Eloane chantonnait une comptine, tandis qu'Aurore observait le paysage défiler. Les champs de lavande endormis pour l'hiver, les cyprès dressés comme des sentinelles, les vieilles bastides aux volets colorés, tout lui semblait à la fois étrangement familier et complètement nouveau. Ils arrivèrent devant une grande propriété entourée de murs en pierre ocre. Des grilles en fer forgé s'ouvrirent automatiquement, révélant une allée bordée de platanes centenaires. Au bout, une maison provençale aux volets bleus se dressait majestueusement. Baignée par le soleil de midi, le cœur d'Aurore s'arrêta. « Les volets bleus », murmura-t-elle. « Je les ai vus dans mes rêves. » Félix se tourna vers elle, les yeux brillants. « C'est ta maison, Aurore. Tu es chez toi. » Ils descendirent de voiture et Eloane courut immédiatement vers le jardin latéral en criant « Les fleurs blanches !» Aurore la suivit lentement.
comme hypnotisée, et là, s'étendant sur plusieurs centaines de mètres carrés, se trouvait le jardin de jasmin. Même en cette fin d'automne, quelques fleurs tardives s'accrochaient encore aux branches entrelacées, exhalant leur parfum sucré et entêtant. Aurore s'immobilisa, fermant les yeux, laissant l'odeur l'envahir. Soudain, les souvenirs affluèrent, non plus par fragments, mais en vagues puissantes et cristallines. Elle se revit petite, courant pieds nus entre les fleurs, tandis que sa mère Delphine riait derrière elle. Elle se souvint de Félix la soulevant dans ses bras pour cueillir les jasmins les plus hauts. Elle entendit sa propre voix d'enfant criant « Papa, maman, regardez comme je cours vite !» Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Ça va ?» demanda doucement Félix, posant une main sur son épaule. « Je me souviens, papa. Je me souviens de tout. » Elle se tourna vers lui, le visage rayonnant malgré les larmes. « Je me souviens de maman qui chantait en arrosant les fleurs. Je me souviens que tu rentrais du travail et que je courais vers toi en criant. Je me souviens du goût des fraises du jardin qu'on mangeait ensemble en été. » Félix l'enlaça, pleurant lui aussi. « Delphine serait tellement heureuse de te voir revenue, tellement fière de la femme que tu es devenue. Elle me manque, même si je ne l'ai connue que 6 ans. Elle t'aimait plus que tout au monde. Tu étais sa petite étoile. » Éloane revint vers eux en courant, brandissant une branche de jasmin qu'elle avait cueillie. « Ça sent bon, comme Aurore. » Félix sourit à travers ses larmes. « C'est vrai, Aurore a toujours senti les jasmins. » Même quand elle ne savait pas pourquoi, ils s'assirent tous les trois sur un vieux banc en pierre, sous un olivier centenaire. Le soleil déclinait lentement, teignant le ciel de nuances roses et orangées. Au loin, la Méditerranée scintillait comme un miroir de lumière. « Papa, » commença Aurore doucement, « qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour nous, pour la famille ?» Félix réfléchit longuement avant de répondre. « On va vivre, simplement. On va rattraper le temps perdu. Je vais t'apprendre à gérer l'entreprise familiale si tu veux. On va voyager ensemble. On va rire, pleurer, construire des souvenirs. Et Éloane grandira avec une grande sœur qui l'aime et la protège. Elle aura la famille que toi, on t'a volée. » Éloane leva ses grands yeux noisettes vers Aurore. « Tu vas rester pour toujours. » Aurore la serra contre elle. « Pour toujours, ma puce, je te le promets. Et maman, elle va revenir un jour. » Le silence qui suivit fut lourd. Félix prit doucement la main de sa plus jeune fille. « Maman restera en prison très longtemps, ma chérie. Mais quand tu seras plus grande, si tu veux la voir, on t'accompagnera. C'est toi qui décideras. »« D'accord, » répondit simplement Éloane, acceptant la réalité avec la résilience propre à l'enfance. Le soleil touchait maintenant l'horizon, embrasant le jardin d'une lumière dorée presque surnaturelle. Les pétales de jasmin semblaient luire de l'intérieur, transformant le jardin en un tableau impressionniste vivant. Félix se leva et tendit les mains à ses 2 filles. « Venez, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Il les conduisit vers un coin reculé du jardin où se dressait un petit monument en marbre blanc. Une stèle simple mais élégante. Sur la pierre était gravé « Delphine Charpentier, 1975, 2010. Épouse aimante, mère dévouée. Ma petite étoile brillera toujours. » Et juste en dessous, une plaque fraîchement ajoutée « Aurore Charpentier disparue, 2005. Retrouvée 2025. Bienvenue à la maison. » Aurore tomba à genoux devant la stèle. Submergée par l'émotion, Félix s'agenouilla près d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Je l'ai fait installer hier, pour que Delphine sache que tu es revenue, que notre famille est enfin complète. » Aurore posa sa main sur le marbre froid, fermant les yeux. « Maman, » murmura-t-elle, « je suis désolée d'avoir mis si longtemps, mais je suis là, je suis revenue. » Éloane s'approcha timidement et déposa la branche de jasmin qu'elle tenait au pied de la stèle. Pour grand-mère Delphine, parce qu'elle aimait les fleurs blanches. Les trois restèrent ainsi un long moment, unis dans un silence respectueux et aimant. Le vent doux faisait danser les branches des jasmins, portant leur parfum dans toute la vallée. Finalement, Félix rompit le silence, sa voix chargée d'émotion mais aussi d'espoir. Le passé nous a volé 20 ans. 20 ans qu'on ne récupérera jamais. Mais l'avenir nous appartient, à nous trois, et à tous ceux qu'on va aider à travers la Fondation Aurore. Aurore se releva, essuyant ses larmes, un sourire lumineux éclairant son visage. J'ai attendu toute ma vie pour être chez moi. Me voilà. Elle regarda son père, puis sa petite sœur,
puis le jardin qui s'étendait autour d'eux comme une promesse de paix. « Me voilà enfin !» Éloane les enlaça tous les deux, formant un cercle parfait au milieu des jasmins. « Maintenant, on est une vraie famille », déclara-t-elle avec la certitude absolue de l'enfance. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, embrasant le ciel d'or et de pourpre, les trois silhouettes restèrent enlacées dans le jardin de jasmin. Des pétales blancs tombaient doucement autour d'eux, portés par la brise, comme des bénédictions venues du ciel. Quelque part, Delphine souriait. Sa petite étoile était enfin rentrée à la maison. Épilogue 6 mois plus tard, la Fondation Aurore ouvrit ses portes dans un bâtiment moderne du centre de Marseille. Des dizaines de familles se présentèrent dès le premier jour, portant des photos jaunies d'enfants disparus. Accrochées à un fil d'espoir ténu, Aurore les accueillait personnellement, une par une, leur serrant les mains, les regardant dans les yeux, leur promettant qu'elle ferait tout son possible, parce qu'elle savait ce que c'était d'être perdue, et elle savait ce que c'était d'être retrouvée. Sur le mur d'entrée, une plaque en bronze portait une inscription simple. Pour tous ceux qui cherchent,